C'est un nouveau jour sur la matinale de l'information sur Canal 2 Info. Toute une grande équipe déployée pour vous servir l'actualité dans tous ses compartiments, qu'il s'agisse du sport, de politique, de culture, d'économie. Eh bien, toute la grande équipe de Canal 2 Info est sur ce plateau. Eh bien, nous allons commencer par l'actualité, un pan de l'actualité nationale avec Divine Happy qui s'est intéressé au projet d'électrification rurale. Il s'agit bien sûr de la deuxième phase. Divine Happy, bien dormi, bien réveillé ce matin? Oui, bien dormi, bien réveillé. D'accord. Dites-nous, qu'en est-il exactement en ce qui concerne cette deuxième phase de la campagne d'électrification rurale lancée au Cameroun il y a déjà quelques temps déjà? Alors, le projet d'électrification rurale lancé par le ministère de l'Eau et de l'Énergie, il faudrait dire que ce projet nécessite plus de 18 milliards de francs CFA, soit 12,2 milliards de francs CFA et 5 milliards de francs CFA de prêts concessionnels, tandis que la contribution de l'État est de 1,352 milliards. Il faudrait dire que ce projet vise 102 localités et des régions de l'Adamawa, du centre, du nord, de l'ouest et du sud. Voilà ce qu'il en est de cette deuxième phase du projet d'électrification rurale. D'accord. Et en ce qui concerne le but du projet, que peut-on retenir? Alors, il faudrait dire que le projet lancé par le ministère de l'Eau et de l'Énergie vise ainsi à booster le taux d'électrification dans les zones rurales. Parce que vous savez, les zones rurales sont, on va dire, emboîtées par ce mal-là. Ils n'ont pas d'énergie, ils n'ont pas d'eau. Donc, pour, disons, trouver une solution à ce problème, voilà. D'une certaine façon. Voilà, le gouvernement a pensé à ce projet d'électrification rurale qui nécessite ainsi 600 milliards de francs CFA avec l'appui des bailleurs de fonds tels que la Banque islamique de développement. Oui, d'accord. Patrick Christian Dobo, vous êtes sur ce plateau. Les zones rurales, on en parle avec Divine Happy. On connaît le fort taux d'exode rural au Cameroun. Les zones rurales se vident de plus en plus pour grossir les grandes métropoles que sont Douala et Yaoundé. Pensez-vous qu'avec ce projet d'électrification rurale, le problème pourrait être résolu? On pourrait maintenir les jeunes dans leur contrée et par là développer ces différentes parties du pays? Écoutez, bonjour d'abord Monique. Bonjour. Bonjour à Divine. Bonjour à nos téléspectateurs. Mais c'est une bonne chose que de penser que cette phase du projet d'électrification rurale est en marche, oui, en espérant qu'elle va véritablement être implantée et permettre à ces populations-là d'avoir effectivement de l'électricité dans ces zones rurales. Mais il n'y a pas que l'électricité pour résoudre les problèmes qui sont souvent à l'origine de l'exode rural à laquelle vous faites allusion. Au-delà de l'électrification, il y a d'autres structures sociales, il y a d'autres structures ou des points de développement qui devraient être implémentés dans nos zones rurales. Et il me semble que ça doit être des actions menées en synergie. Parce qu'à quoi servirait l'électrification si à côté, on n'a pas ces structures sociales qui permettraient à ces populations de s'épanouir, de contribuer au développement du pays en contribuant au développement de ces localités. Il y a bien de localités dans l'arrière-pays où un certain nombre de petites entreprises ou de petites industries pourraient être implémentées au regard des ressources propres à ces différentes localités, indépendamment des régions. Donc, l'électrification, oui, mais dans une dynamique d'ensemble qui intègre l'implémentation d'un certain nombre de projets sociaux qui faciliteraient la tâche à ces localités et permettrait aux populations et à la jeunesse notamment de ces localités de pouvoir croire à un avenir dans ces localités à travers la capacité à gagner le pain quotidien et à trouver de l'emploi. D'accord. On va parler de ce projet avec la Banque islamique. On parle de plus de 600 milliards de francs CFA. 600 milliards de francs CFA. D'accord. De l'argent encore emprunté, la part du Cameroun représente combien? La part du Cameroun représente 1,352 milliards. Ça veut dire que encore une très forte dette. Est-ce que finalement, on va sortir de l'auberge? Est-ce qu'on peut finalement escompter un réel développement avec les crédits à répétition? On est tenté de penser que les générations futures, leur avenir pourrait être hypothéqué si, après cette génération, on ne leur sert que du crédit à payer à outrance. Bah écoutez, ce qu'il y a de paradoxal dans l'existence d'une nation, c'est justement la capacité de voir les générations à venir reprendre sur elles les engagements des générations passées. Oui. Malheureusement, ça rentre dans la dynamique de l'évolution d'un pays. Maintenant, aux générations actuelles et présentes, d'en prendre conscience
et de donner dans les engagements qui sont pris au nom du pays Oui. Une certaine capacité de remboursement. Le mal n'est pas de s'endetter, mais le mal est de s'endetter pour produire. D'accord. Parce que plus on produira, plus on aura la capacité de rembourser. Et les institutions internationales, notamment celle de Bretton Woods, estiment qu'à un taux de 70%, on peut encore gérer un endettement si un pays a la capacité de rembourser. Certaines indications faisaient état de ce que le Cameroun serait aux alentours de 30% de son endettement, peut-être avec une marge un peu plus ou moins relative, mais on ne le répétera jamais assez, s'endetter en soi, ça n'est pas ça le problème. Oui. Mais s'endetter pour faire quoi? D'accord. Est-ce que même quand ces projets sont mis en exergue, ces projets sont effectivement implémentés? Oui. Est-ce qu'ils sont matérialisés? La question reste fondamentale dans le sens de l'orientation qu'on donne à ces endettements. Est-ce que nous nous endettons pour réaliser un certain nombre de projets structurants ou productifs qui permettraient à l'État, dans cette dynamique d'endettement, de produire et sur une marge conséquence en termes des années à venir, de pouvoir rembourser? Sinon, ce serait léguer justement à ces générations à venir une dette difficilement remboursable. Par contre, si les projets sont assez pensés, si les projets sont porteurs, n'est-ce pas, de croissance, il va de soi que ces générations vont certes avoir des enveloppes à rembourser, Oui. mais aussi un certain nombre de structures et de projets qui leur permettent de faire face à cet engagement. Merci beaucoup, Patrick Christian. D'abord, nous allons embrayer sur un autre fait de l'actualité. Il s'agit de l'indemnisation des populations de Kribi, indemnisation consécutive à l'expropriation des terres pour cause d'utilité publique. Il s'agit de construire le barrage en eau profonde, pas le barrage, le port en eau profonde de Kribi. Et sur ce plateau, nous recevons Fallon Tchouniat. Il s'agit de s'intéresser, en plus des indemnisations de Kribi, alors qu'est-ce que les populations riveraines reprochent d'autres aux autorités camerounaises? Y a-t-il eu des réactions du côté des autorités? On se souvient qu'il y a beaucoup d'arrestations depuis que les autorités, notamment, on a signalé par exemple un sous-préfet en fonction qui a été arrêté du côté de Baganté, Dino Fallon. Qu'est-ce que les riverains reprochent d'autres aux autorités camerounaises? Bonjour Monique. Bonjour et bienvenue. Merci et bonjour à tous ceux-là qui nous regardent ce matin. Bien évidemment, après les indemnisations du Kribi, les riverains reprochent au gouvernement camerounais d'avoir fait beaucoup de promesses aux jeunes Kribiens qui jusqu'ici n'ont pas vu ces promesses s'être réalisées. Il leur avait été promis beaucoup d'emplois à tous ces jeunes diplômés de la ville de Kribi, tous diplômes confondus. Il les avait été également promis des formations à l'étranger qui devaient être abouties quand le port serait livré. Et dans cette promesse, le gouvernement prévoyait que le budget y afférent devait être directement inclus dans toutes les démarches et le budget qui concernait la construction du port, du complexe industriel-portier de Kribi. Mais aujourd'hui, ces jeunes se trouvent déçus parce que ces promesses n'ont pas été réalisées. Et en plus de ces promesses qui n'ont pas été réalisées, il y a également ces personnes-là, ces parents qui ont perdu leur domicile et qui n'ont pas été indemnisés. Et vous parliez tout à l'heure des autorités qui ont été bien évidemment interpellées dans cette affaire. On a le sous-préfet de Baganté, André Eyebe qui a été interpellé dans cette affaire également, l'ancien préfet de Kribi, François Villon, qui a également été interpellé dans cette affaire, parce que jusqu'ici, le gouvernement leur reprochait de faux et usage de faux. Donc, ils se sont accaparés certaines terres et se sont fait indemniser à la place des personnes qui devaient être réellement indemnisées. Donc, les propriétaires, même les autochtones de Kribi, n'avaient pas reçu leur indemnisation, alors que des potentiels propriétaires de ces terres-là s'étaient déjà fait la belle part en recevant de l'argent qui ne leur était pas dû, du moins en achetant des terres sur le coup pour les revendre plus cher, en ayant des titres fonciers fictifs, on en parlait également, en ayant des titres fonciers qui étaient jusqu'à présent remis en cause. Le gouvernement a entrepris des démarches de ce côté-là en réveillant bien évidemment ce scandale. Et ces autorités-là ont été interpellées et d'autres, je pense qu'ils ont peut-être été relevés de leurs fonctions. Mais ces jeunes demandent qu'en plus de ces indemnisations-là, que l'on leur dise où est passée cette promesse, étant donné que le complexe
industrialo-portuaire de Kribi est déjà en train, de certains parts, il y a des travaux qui ont déjà commencé là-bas. Pourquoi est-ce que rien n'a été fait? Et ils ont commencé à manifester et attendre que le gouvernement prenne une décision et fasse quelque chose pour trouver une solution pour eux. D'accord. Patrick Christian, d'abord, vous avez également suivi cette actualité. C'est encore très, très brûlant. Il y a des procédures d'indemnisation qui ont été entamées depuis 2010 et nous sommes en 2016 et les arrestations sont en train de courir. Est-ce qu'on va finalement conclure que c'est la fin de l'impunité au Cameroun? Je ne sais pas, j'ai plutôt envie de dire le contraire, que cette situation qui prévaut à Kribi autour du complexe industrialo-portuaire est plutôt symptomatique du malaise qui existe et de cette dénonciation continue qu'on n'a cesse de faire autour de l'indélicatesse d'un certain nombre de gestionnaires de la fortune publique. On a l'impression que plus on donne du ton quant à la lutte contre la corruption, plus des stratagèmes sont mis en place par un certain nombre d'acteurs pour échapper aux mailles, en tout cas de ce qui est déjà perceptible, et continuer dans la sale besange. Et c'est bien dommage parce que dans cette situation, les délinquants ne se retrouvent plus du côté de la masse. Les délinquants, c'est l'autorité. C'est l'élite. Et c'est l'élite, l'autorité. Parce que l'élite et l'autorité rassemblées, mais qui va diriger et orienter les options de développement de notre pays? Et c'est dans cette option que nous sommes en termes de regard. On n'invente pas les faits, on a les faits en face de soi et on s'indigne. Voyez-vous, nous sommes arrivés à un point où on ne sait plus quel est le respect qu'on devrait donner à une quelconque autorité administrative ou à une personnalité qui incarne une institution. Dans nos prisons aujourd'hui, personne n'échappe au statut de délinquant. Du Camerounais lambda au sous-préfet, en passant par certains gouverneurs qu'on dit devoir être interpellés. La situation est très critique. Patrick Christian Dobor, on se souvient il y a quelques jours, il y a une presse venant du Nigeria qui disait le Nigeria parle au Cameroun en ce qui concerne justement les détournements de deniers publics. Il y a plus de 8 millions d'euros qui ont été retrocédés dans les caisses de l'État, de l'argent qui a été volé dans les caisses de l'État, les biens de l'État. Est-ce qu'au Cameroun, il n'est pas temps qu'en dehors des arrestations spectaculaires, qu'on puisse véritablement arriver à cette étape-là, que de l'argent puisse véritablement rentrer et que les riverains qui crient leur ras-le-bol puissent rentrer définitivement dans leurs droits, puissent s'offrir une terre à cultiver, en lopant de terre pour reconstruire une maison? Écoutez, c'est la raison pour laquelle je vous disais à l'instant que la situation qui prévaut à Kribi est symptomatique du malaise général dans le rapport qu'un certain nombre de gestionnaires ont en termes d'indélicatesse avec la fortune publique. Voyez-vous, lorsque l'opération Épervier, quelques-uns la situent autour de 2006, a été lancée, l'objectif c'était ça, l'un des objectifs majeurs, freiner la saignée, mais surtout permettre à un certain nombre de structures ou bien de fonds d'être rapatriés. Et deuxièmement, la création du tribunal criminel spécial venait, nous a-t-on dit, renforcer cette possibilité de voir un certain nombre de deniers publics détournés revenir à la case départ, tout au moins en grande partie. Mais je vous rappelle qu'on avait déjà commencé à voir les prémices. Le bilan du TCS jusqu'à maintenant se limite aux arrestations il est bien difficile. Quelques remboursements ont été faits, ça il faut le reconnaître. Mais à quelle proportion par rapport à la densité, à l'ampleur de la saignée? Il faut se rappeler que déjà en 2003, lorsqu'on avait le Mouchipou Gate, on évoquait déjà une campagne de dératisation des gestionnaires indélicats. Mais aujourd'hui, on est dans une espèce de confusion. Non seulement il y a des confusions dans l'appréciation qu'on fait de cette campagne de lutte anticorruption. Certains évoquent des procès politiques, d'autres évoquent les guerres de clans. Mais l'image qu'on retient dans ces vagues d'arrestations, c'est les institutions qui sont bafouées. Parce qu'imaginez-vous ce que représente un sous-préfet dans une localité, ce que représente un préfet, ce que représente un gouverneur. On a vu des ministres de l'éducation ici être embastillés pour des soupçons. L'éducation de base. C'est une image difficile à supporter et on se dit qu'au-delà des interpellations, peut-être que les formes et les mécanismes devraient être faits. C'est vrai qu'ils sont des citoyens comme tout le monde qui pourraient être interpellés en cas d'acte indélicat et qui pourraient mener à une sanction pénale. C'est vrai qu'on pourrait le faire pour tout autre Camerounais,
Mais du fait de leur posture, peut-être qu'il va falloir éviter de les voir en fonction avant de le faire. Je vais caricaturer. Quand c'est le capitaine d'un bateau qui contribue à faire couler un navire, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben écoutez, c'est peut-être à démontrer que le capitaine est totalement impliqué, même si on ne peut pas mettre le capitaine exemple d'un bateau qu'il est censé conduire. Mais ici, il y a une responsabilité individuelle et peut-être des mécanismes de notre gestion, n'est-ce pas, de la promotion à un certain nombre de postes. Parce qu'on s'imagine bien dans ce pays, et ça ne date pas d'hier, qu'avant toute promotion, il y a une enquête de moralité, il y a les services de renseignement, on a le CV et les faits d'armes d'une personnalité. Tout à fait. La plupart de ces personnalités qui sont indexées aujourd'hui sont indexées pour des actes commis dans des précédentes fonctions. On aurait pu épargner, à l'image du Cameroun, un certain nombre de situations comme celle-là. Et aujourd'hui, Kribi est la manifestation de ces tripatouillages qu'il y a souvent. C'est peut-être aujourd'hui l'iceberg qui est dévoilé, mais des cas comme ceux-là sont dénombrés ailleurs. Kribi est peut-être ce visage-là, mais rassurez-vous, il y a autant d'indélicatesse dans la gestion d'un certain nombre de situations et de problèmes fonciers qu'il ne serait pas évident aujourd'hui de penser que la situation se limite uniquement à Kribi. Le Cameroun en perd sur le plan de son image. Le Cameroun aussi devrait peut-être tirer les leçons. Je ne sais pas si c'est parfait au Nigeria, mais au moins là-bas, on entend en coup de dollars qu'il y a des fonds qui sont retournés. Peut-être qu'il faut commencer à être pratique et à laisser entendre à nos concitoyens que voilà, ces campagnes-là mènent à beaucoup plus de retours de fonds et qui pourraient contribuer à l'amélioration des conditions de vie. Et limiter par exemple le recours au crédit, l'endettement incessant pour financer. Là-dessus, nous allons dire merci à Fallon Tunia qui a travaillé amplement déçu pour nous fournir l'essentiel, les informations fraîches relatives aux indemnisations des populations du côté de Kribi et surtout les différentes arrestations. Demain, vous serez également là avec nous? Bien sûr, je serai là demain matin à la même heure. D'accord, merci beaucoup. On dit également merci à Divine Appui. Nous allons poursuivre cette matinale de l'information du côté du pays de l'oncle Sam aux États-Unis avec l'actualité relative à l'investiture américaine. Patrick Christian, d'abord, vous êtes encore sur ce plateau. Il faut signaler que c'est la toute première fois qu'une femme va bénéficier de l'investiture des deux grands partis, à savoir le Parti républicain et le Parti démocrate. Ce matin encore, Bernie Sanders, le sénateur de l'État du Vermont, il espérait encore être dans la course, parce qu'avec 40% du dépouillement, Hillary Clinton, elle est largement en tête. Elle est en train de festoyer déjà son investiture du Parti démocrate. Est-ce que vous voyez Hillary Clinton battre Donald Trump à l'élection présidentielle aux États-Unis? Écoutez, l'élection aux États-Unis, en tout cas pour ce qui est à venir, ne peut pas encore donner toutes ces certitudes. Autant Hillary Clinton a fait de bons scores, mais il faut reconnaître qu'elle a mené une bataille âpre contre Sanders, le sénateur. Et dans ces conditions-là, il y a toujours des séquelles de l'affrontement en interne. Et de l'autre côté, il y a que Donald Trump surfe sur les vagues insécuritaires des États-Unis. Et c'est sensible dans son propos, même si on doit lui reconnaître à sa décharge, pas à sa décharge, mais plutôt à sa charge, un certain nombre de propos excentriques qui ont frôlé quelquefois à la division, à la haine. Mais malheureusement, c'est le candidat des Républicains, selon toute vraisemblance et au regard des résultats. Aujourd'hui, en attendant la convention de Philadelphie en juillet prochain, qui va certainement adouber Hillary Clinton, il est clair que son avance est notoire. Le Super Tuesday qui s'est encore tenu hier lui a donné la capacité, n'est-ce pas, de consolider cette avance qu'elle avait déjà sur le sénateur Sanders. Mais le chemin reste encore long. C'est vrai qu'on pouvait déjà s'imaginer qu'Hillary Clinton avait quasiment la majorité des délégués, avec ses quelques 2383 délégués, elle avait déjà franchi le cap du nombre de délégués qui lui permettrait de pouvoir espérer l'investiture à la Convention démocrate. Et dans la foulée, sur les 700 super délégués, parce que ce sont ces 700 super délégués qui vont voter lors de la Convention, elle en avait enregistré quelques 500. Donc, on peut dire que sur ce point-là, même si le sénateur Sanders n'avait pas reconnu la victoire d'Hillary Clinton le lundi dans l'autre campagne d'investiture, il est certain que Hillary Clinton, qui était donnée vainqueur déjà de ces investitures démocrates avant même le démarrage,
a su tirer les leçons de sa campagne face à Obama en 2008. Tout à fait. Et aujourd'hui, à la même période que 2008 où elle avait perdu, elle est en train finalement de reprendre sa revanche. Elle a su tirer les leçons. La grande guerre actuellement, que ce soit du côté de Hillary Clinton ou de Trump, justement, c'est la conquête des électeurs de Bernie Sanders. Il faut signaler quand même que Bernie Sanders a remporté dans 22 États. Donald Trump, de son côté, estime qu'aujourd'hui, les 22 États sont orphelins, ils sont abandonnés et qu'il ce serait un péché qu'ils donnent leur voix à Hillary Clinton, qui, selon lui, a sémé la guerre en Irak, est venue tuer Kadhafi, a créé pas mal de problèmes lorsqu'elle était secrétaire d'État des États-Unis. C'est le challenge, vous le disiez tout à l'heure, c'est encore chaud devant, il y a encore beaucoup de combats à gérer. Bon, écoutez, c'est de bonne guerre que Donald Trump puisse surfer sur la vague des mécontents, si on peut les appeler comme ça, ou des passifs d'Hillary Clinton. Mais c'est de tradition aux États-Unis qu'il y ait ces campagnes d'investiture en interne qui, quelquefois, sont parfois de longues campagnes avec beaucoup de séquelles et de divisions. Oui. Vous savez, Obama face à Clinton, il y avait dû avoir des concessions. Ça, après que les résultats soient finalement entérinés par la Convention, il va certainement avoir des concertations pour que le camp Clinton puisse intégrer un certain nombre d'éléments, n'est-ce pas, de la campagne de Sanders dans le programme de Clinton. Ça, c'est évident. Maintenant, est-ce que Donald Trump va réussir à convaincre les indécis du camp démocrate qui n'avaient pas donné leur voix pendant cette période-ci à Hillary Clinton? Rien n'est si sûr. Surtout que le véritable problème d'Hillary Clinton sur cet aspect-là n'est pas forcément les indécis, mais c'est sa capacité à convaincre la jeunesse. Une jeunesse qui lui a véritablement fait défaut pendant cette période-ci. Une jeunesse qui attend d'elle un peu plus d'action pour préserver leur avenir. Et c'est à ce niveau. Une jeunesse qu'il a senti un peu élitiste. Et voilà la casquette qu'on a donnée à Hillary Clinton pendant ce processus-ci. Et donc, sur ce champ-là, les équipes de Hillary Clinton vont devoir travailler. Et puisque c'est la grande famille démocrate, il me semble qu'après la Convention, un certain nombre de choses seront remises à plat. Peut-être pas totalement pour changer le programme d'Hillary Clinton, mais pour intégrer au maximum certains points du programme de Sanders, et ces points-là qui vont permettre aux démocrates d'aller en bloc face à Donald Trump, qui a quand même un discours qui de plus en plus, un discours qui passe dans la classe américaine au regard des questions sécuritaires. Vous parlez de division au sein des différents groupes politiques. En ce qui concerne par exemple le Parti républicain, même à l'interne, on reproche un tout petit peu à Trump son discours dur, raciste, diviseur. Il a dit qu'il ne changera pas de ton si c'est ce ton-là qui lui a permis d'arriver où il est aujourd'hui, en utilisant son expression. Je garderai le même ton jusqu'en finale si j'ai pu gagner les autres étapes grâce à la même verve, au même style. Écoutez, pourquoi voulez-vous que Donald Trump change son style, sa manière, alors que c'est cette manière qui vraisemblablement a plu aux électeurs qui l'ont porté jusqu'ici? C'était des grands électeurs. En finale, ce ne seront plus forcément les mêmes personnes qui vont le voter. Ce seront les Américains dans leur grande majorité cette fois-ci. Ces grands électeurs auxquels vous faites allusion ne sont pas grands électeurs sans avoir tiré leur légitimité et leur légalité du grand public. Ils sont des représentants. Mais la dynamique dans l'élection et le processus électoral aux États-Unis voudrait que le candidat s'adresse à ceux qui finalement l'écoutent. Il y a un contact. Et il me semble que Donald Trump surfe sur cette vague d'insatisfaction des Américains et cette vague sécuritaire. C'est vrai, vous l'avez dit, en interne, sur le plan au Parti républicain, il y a une forte contestation interne. Mais la Convention, elle aussi, arrive. Il faudra remettre un certain nombre de choses à plat. Et Donald Trump, de tout temps, n'a jamais été politiquement correct dans son discours. Ça n'est pas aujourd'hui que l'homme va changer. Il va peut-être devoir faire des concessions, mais le face-à-face entre républicains et démocrates, ce sera une autre affaire. J'aime bien vous rappeler que derrière chaque élection aux États-Unis, il y a des lobbies forts et puissants qui se battent au-delà des personnes qui vont porter finalement le drapeau de leur camp. Il y a des lobbies qui entendent préserver leurs intérêts ou bien récupérer un certain nombre d'intérêts. Et là, le combat s'annonce encore rude, autant pour Hillary Clinton que pour Donald Trump.
Il y a beaucoup de choses qui vont être dites et découvertes tout au long de cette campagne américaine qui s'annonce très très houleuse. Nous allons rester à l'Occident avec l'annonce par l'Organisation des Nations Unies de 10 000 morts dans la Méditerranée depuis 2014. Et le gros des effectifs vient de l'Afrique. Patrick Christian Dobor, avez-vous le sentiment que ceux qui meurent chaque jour dans la Méditerranée impactent ou alors freinent l'ardeur de ceux qui sont candidats à l'immigration? Mais c'est tout le contraire, Monique, c'est tout le contraire et c'est bien malheureux. On a l'impression que plus on a des victimes dans cette traversée tragique de la Méditerranée, Méditerranée qui est finalement devenue un mouroir à ciel ouvert, un cimetière à ciel ouvert, notamment pour les immigrés africains. On a l'impression que plus on a des victimes, plus on a des morts, plus on a comme l'impression qu'il y a une envie de s'y aventurer. Oui. Mais il faut être dans un tel désespoir pour y aller. Cela démontre à suffisance on va dire la situation de précarité dans laquelle et de désespoir grandiose dans lequel ces jeunes, pour la plupart, qui tentent cette aventure, se retrouvent. Il faut totalement fermer son avenir et ses opportunités et n'en voir aucune pour se lancer dans, on va dire, cette mort presque certaine. Ils sont dans la logique de Balsero qui estime qu'il vaut mieux mourir, se faire manger par les requins que de se faire broyer par le système gouvernemental qui n'offre pas assez d'opportunités pour les jeunes. Il faut dire par exemple le cas du Cameroun. Le ministre le plus jeune, il n'a pas moins de 53 ans. Bon, écoutez, vous savez, quand on a des sorties ou alors des œuvres artistiques comme celle de Balsero, elles peuvent être interprétées dans tous les sens. Mais si on s'en tient aux faits, 2014, c'est un fond qui s'attache à la réalité. 2014, 3500 victimes. Vous savez, en 2015, un peu plus de 3700. Et au jour d'aujourd'hui, par rapport à la même période, 1000 de plus. Quelques 10 000 entre 2014 et 2500. L'Italie, qui est le pays qui accueille le plus, en tout cas en termes de réfugiés, en compte 170 000. Les autres côtes européennes... C'est pas lié, par exemple, à la fermeture des barrières en ce qui concerne l'Europe, parce que j'en viens, Monique. Ils interviennent quand il y a des cadavres dans la mer. J'en viens. Les autres pays occidentaux qui sont près de la côte méditerranéenne, comme la Grèce et autres, sont aussi saturés. Oui. Justement, l'un des problèmes et l'une des remarques et des critiques qu'on fait justement à l'Europe, c'est d'avoir, dès l'entame de cette problématique, pensé plutôt à des solutions répressives. Des dissuasions également. Et ces solutions répressives n'étaient peut-être pas des situations de dissuasion capables d'amener ces jeunes dans un tel désespoir à prendre conscience de ce que la vie n'avait pas de prix. Et dans cette situation de répression, on n'a pas mis en avant très tôt les mesures d'accompagnement. Maintenant, on y pense, on y réfléchit. Mais si on y avait pensé avant, peut-être qu'on aurait freiné la saignée un peu plus tôt. On a mis en avant les situations répressives et malheureusement, les gens ont tenté à contourner ces situations et au fur et à mesure qu'on tentait à les contourner, on a aggravé la situation. Donc, dans la situation aujourd'hui qui est celle du drame autour de la Méditerranée, il est question de voir l'extrême pauvreté des pays d'où viennent ces migrants et de trouver à la base des solutions pour certainement apporter, à défaut des solutions radicales, un début de solution. Et c'est ça qui est à déplorer dans la démarche de la gestion de cette histoire. Et revoir même d'ailleurs l'essence de la coopération, les enjeux de la coopération entre le Nord et le Sud. Nous allons faire un break de cette actualité internationale par la revue cybernétique. Eh bien, Hossein Junior, il est sur le plateau de Canal Info Matin, la revue cybernétique. On commence par quoi? Par la Thaïlande? Alors, on va d'abord commencer par dire bonjour. Bonjour. Bonjour Christian Dobor, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à la revue cybernétique sur Canal Info. On commence par le site lemonde.fr pour s'intéresser ce matin, qui s'intéresse ce matin à l'éducation, Monique, et titre sur son mur, selon l'endroit où vous résidez, où vous habitez, le bac peut rapporter gros. Le site parle d'un engagement de campagne politique qui consiste à récompenser les lycéens méritants. Ceci étant un engagement de campagne de Valérie Pécresse, nouvelle présidente des Républicains.
On va poursuivre avec France24.com. Le site nous parle santé et évoque la Thaïlande comme premier pays en Asie à éliminer la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Le site précise que ceci est une réussite remarquable pour ce pays d'Asie du Sud-Est frappé de plein fouet par l'épidémie dans les années 1990. C'est pas terminé, Monique, parce qu'on va poursuivre avec Euronews.com qui nous parle de politique ce matin, politique aux États-Unis, et précise qu'Hillary Clinton revendique sa victoire sur Bernie Sanders. Selon le site, cette revendication de sa victoire au primaire démocrate américain est survenue mardi soir, avant même qu'elle ait connu les résultats finaux du dernier Super Tuesday. Toujours en information avec IZF.net, on reste en politique pour parler du Niger, où 3 personnalités ont été arrêtées après un scandale de fraude au concours. Selon le site, ces 3 journalistes nigériens sont emprisonnés pour avoir publié des documents relatifs à une fraude à un concours pour devenir fonctionnaire. On termine donc avec RFI.fr, c'est en sport, qui nous informe, qui nous renseigne, en fait, qui nous parle bien évidemment du décès du Super Eagle, Stéphane Keshi. Selon RFI, l'information est tombée ce matin, âgé de 54 ans. Le footballeur et entraîneur Stéphane Keshi, ancien joueur de l'équipe de Strasbourg en France et surtout international nigérian, est mort dans la nuit du mardi à mercredi. Une annonce faite par la Fédération Nigeria sur son compte Twitter. D'accord. La revue des grands titres de l'actualité camerounaise. En tout cas, tout à l'heure, vous avez parlé de la Thaïlande. On peut d'ailleurs revenir pour édifier nos auditeurs, nos téléspectateurs sur ce sujet concernant la Thaïlande. Il faut dire précisément que c'est une annonce qui a été faite ce mercredi par l'Organisation mondiale de la santé. Jusqu'ici, seul le Cuba était l'unique pays à avoir éliminé la transmission du sida de la mère à l'enfant. Actuellement, en Europe, on a l'Arménie et la Bélarus qui, n'est-ce pas, se rajoutent à ces listes. Cependant, il faudrait dire avec l'ONU que environ 500 000 personnes en Thaïlande vivent avec le virus du sida sur une population de 68 millions d'habitants, et bien évidemment, en 25 ans, la Thaïlande a pu progresser nettement, un progrès notable qu'il faudrait d'ailleurs apprécier parce qu'à une époque, il y avait presque 1 million de personnes qui vivaient avec le VIH-Sida. Autre information, c'est que du côté de la Thaïlande, en 2000, la Thaïlande est devenue l'un des premiers pays à fournir gratuitement le traitement du VIH-Sida aux femmes enceintes. Évidemment, Monique, pour chuter, il faudrait qu'on rappelle à nos téléspectateurs que selon l'Organisation mondiale de la santé, près d'1,4 million de femmes enceintes infectées par le virus du VIH-Sida, je vais dire près d'1 million, près d'1,4 million de femmes tombent enceintes chaque année dans le monde. Elles sont bien évidemment infectées. D'accord. Et à votre suite, il faut signaler que sur les 36 millions de personnes qui vivent avec le VIH-Sida, l'Afrique abrite 26 millions. L'Afrique du Sud se taille la part belle et depuis quelques années, 3 millions de Sud-Africains sont pris en charge par l'État sud-africain. Et l'une des mesures annoncées pour limiter la propagation de cette maladie-là, c'est que l'Afrique est elle-même un laboratoire pour fabriquer ces médicaments, parce que s'il faut attendre toujours que ça vienne de l'étranger, ça commence à être très très difficile. Avec Patrick Christian d'abord. Très rapidement, je vais présenter à nos téléspectateurs les unes parce qu'il y a le sport qui s'annonce aussi. On va commencer par la nouvelle expression scandale de faux drapeau à l'Assemblée nationale. C'est à lire ce matin. En tout cas, vous aurez un développement bien cousu tout à l'heure avec Divine Happy. Alors, l'œil de la nuit s'intéresse, n'est-ce pas, au chantier naval et industriel du Cameroun. La République doit prendre ses responsabilités, ce que précise d'ailleurs le journal ce matin. Avec le jour, attaque de Kolofata, les agresseurs d'Amadou Ali au tribunal militaire. Vous allez comprendre ce qui se passe exactement. Jetez un coup d'œil dans le journal. Ben oui, le
Messager Monique Cameroun, comment réduire la mortalité infantile? Très belle question, sans doute les réponses c'est dans ce journal. Bien entendu. Voilà, et pour conclure, hein, en tout cas avant de conclure, un autre journal, le paysan élite qui parle enfin, voilà, donc investi dans la recherche agricole, enfin le secteur privé réagit. C'est intéressant en tout cas. Et bien sûr, Monique, pour partie, c'est avec Mosaïque qui nous parle de la présidentielle gabonaise 2016, union sacrée autour de la candidature d'Ali Bongo Ondimba. Merci beaucoup, Junior Hossein. Demain, sur les mêmes antennes, avec le même plaisir, nous serons très contents de vous recevoir. Exactement. Merci beaucoup. Merci. D'accord. Sans transition, nous allons poursuivre notre balade à l'international, cette fois-ci en Afrique. Eh bien, le Burkina Faso a annoncé l'arrêt des poursuites contre Guillaume Soro, mais demande quand même au pays de Alassane Ouattara de poursuivre cette plainte-là, d'arrêter le président de l'Assemblée nationale. Pensez-vous que ce soit un projet qui puisse produire des fruits escomptés? Bon, écoutez, je ne sais pas quelle est l'optique ou alors l'issue finale de cette nouvelle orientation, parce qu'il faut le dire, c'est un changement de cap. Précédemment, le Burkina Faso avait renoncé, n'est-ce pas, au mandat d'arrêt international émis contre Guillaume Soro, l'actuel président de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire, Oui. pour des faits qui lui seraient reprochés autour du putsch manqué, n'est-ce pas, que le Burkina Faso a connu au soir de sa révolution. Mais ce qu'on doit constater, et ce qui est clair, c'est que le Burkina Faso change de cap. C'est ce que beaucoup d'analystes appellent une gestion diplomatique de ce cas. On s'imaginait bien comment est-ce que le Burkina Faso allait garder cette patate chaude, sachant que la relation traditionnelle entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire a souvent eu des périodes tumultueuses et que là, c'était quand même difficile. On connaît l'impact que la Côte d'Ivoire, autant sur les ressources humaines que sur le plan économique, avec le Burkina Faso. Et on sait très bien que dans cette situation-là, Guillaume Soro étant président de l'Assemblée nationale, il aurait été difficile, même pour les mécanismes d'Interpol qui avaient été sollicités, Oui. de se mettre en branle. Et dans cette situation, l'analyse qu'on peut faire d'emblée, c'est que le rapport de force entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso a prévalu en faveur de la Côte d'Ivoire. Dans la vie, tout est rapport de force, en tout cas. Et diplomatiquement parlant, ce qu'on peut observer au sortir, n'est-ce pas, de cette brève analyse qu'on peut faire de cette situation, c'est que nous en sommes maintenant à une procédure de dénonciation. C'est-à-dire que simplement, le Burkina Faso va présenter à la Côte d'Ivoire les faits qu'elle reprocherait à Guillaume Soro. Et c'est à la Côte d'Ivoire de décider si oui ou non elle devrait poursuivre son président de l'Assemblée nationale. Voilà donc les faits et voilà la situation telle qu'elle est revue aujourd'hui. D'accord. À votre suite, il faut annoncer que lorsque ce projet d'arrestation de Guillaume Soro était initié par le Burkina Faso, Alassane Ouattara a sorti une loi disant que désormais, une loi qui dispose qu'aucun Ivoirien ne sera poursuivi à l'extérieur de son pays. Tout va se gérer en interne. Alors, nous allons parler de Chronosport, c'est l'instant du sport et le menu de l'actualité à développer dans Chronosport. Aimé Moukoko, bienvenue sur notre plateau. Merci, bonjour Monique, bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour, nous allons commencer avec une nécrologie. Stephen Keshi a raccroché définitivement ses crampons et quitte le banc des coachs. Il faut le dire, hein, ancien joueur, ancien coach des Super Eagles. Il est donc décédé hier de suite d'un arrêt cardiaque. Dure nouvelle pour ce valeureux footballeur, une légende du football africain qui est l'un des rares, sinon le deuxième après Mohamed El Gouari, à avoir remporté la Coupe d'Afrique des Nations en tant que joueur et en tant que coach. Stephen Keshi, les plus belles actualités encore, c'était les huitièmes de finale du mondial au Brésil où l'Afrique n'était pas réellement favori, mais tenir tête à la France, c'était aussi ça l'exploit. On voit en image le coach qui a donc quitté la scène du sport, lui qui était même plébiscité pour entraîner les Bafana Bafana. Il est passé par le Mali, par le Togo. Bref, c'est une carrière, un parcours assez costaud de Stephen Keshi qu'on va développer tout à l'heure dans Chronosport, hommage à un grand de la scène footballistique. C'est très dur, Patrick Christian, d'abord, quand on sait que les sportifs, voilà, le sport permet de se mettre à l'abri de certaines maladies comme la crise cardiaque. On a un corps physique et bien. C'est très dur pour la scène sportive de plus en plus qui est à la merci de ces crises cardiaques. Oui, c'est bien dommage. Chronosport tout à l'heure va certainement développer cette triste actualité, mais c'est le football africain, n'est-ce pas, qui est mondial, qui est touché par celui qu'on appelait de Big Boss, n'est-ce pas, au sein
du 11 des Super, qui a permis des aux Super Eagles de remporter de une Green CAN. Eagles à Super Eagles. Et on garde en mémoire ce duel épique en 1989, avant la qualification qui a conduit au parcours historique des Lions indomptables au Mondial 90. Oui. François Omambik face à Stephen Keshi au Stade Omnisport de Yaoundé. C'est vrai, le Camerounais l'avait emporté, il avait emporté ce duel. Un coup de tête magistral de François Omambik nous avait permis de rejoindre la Tunisie au tour ultime. Et donc, le Big Boss s'en va, il laisse derrière lui un grand parcours. C'est l'occasion simplement, en attendant les développements qui seront faits dans Chronosport, de tirer un coup de chapeau à cet artiste du ballon rond. Un artiste. Foot Ligue 1 au Cameroun, plus proche de nous, la 20e journée du championnat national s'ouvre ce mercredi. Ah ben oui, il faut le dire, hein, on joue habituellement le dimanche, mais aussi le mercredi selon la programmation de la LFPC. Aujourd'hui, il y aura donc de belles affiches. On va voir justement que sur la pelouse du stade de la Réunification, c'est deux gros matchs. L'Ouest contre le Littoral avec les Mangabos, Bamboutos de Bouddha, le club aux milliards de supporters qui sera donc présent face à la formation des Brésiliens de Bépanda. C'est à 13h30 et puis on peut, avec les images de la Ligue 1, accompagner ces autres informations. New Star de Douala qui va donc affronter Racing de Bafoussam, le tout-puissant de l'Ouest, le club à l'armée cinglée qui revient tout doucement dans ce championnat, d'ailleurs au classement qui est dans la première partie. Donc on parlera de la 20e journée, Yon Sport Academy, Dragon FC de Yaoundé. Le Canon sera face à APGS pour le derby du côté de Malmayo. Aigle, Botafogo de Douala, c'est à Tchang, à ne pas manquer. Et puis Edding Sport de la Ligue Unisport, Lyon blessé, Cosmos, c'est le menu de ce mercredi. Demain, il y a 2 matchs, on en reparle tout à l'heure. D'accord. Parlons de powerlifting. Le Cameroun pourrait avoir 2 athlètes aux championnats mondiaux. Et il faut dire que la discipline est très peu courue, mais quand même, elle a pas mal d'athlètes qui peuvent représenter le vert rouge au-delà de nos frontières, notamment aux mondiaux de powerlifting. Important de rappeler, hein, la fédération est toujours sous une période de tension, parce qu'il faut le dire, la prise en charge de ces athlètes est faite par la fédération, mais accompagnée obligatoirement par le ministère de tutelle. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir 2 athlètes qui sont bien partis et qui sont qualifiés. Maintenant, il faut l'accompagnement. Ce sera l'objet de la petite analyse d'Alex Limbet tout à l'heure. D'accord, ça donnera du grain à moudre à ceux qui estiment qu'il y a une discrimination en ce qui concerne la gestion des fédérations, si c'était le football. Ah ben. Je ne dis rien là-dessus, je continue. Volleyball, les Lions continuent leur préparation pour les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro. Alors, on ne les a pas oubliés, hein, nos valeureuses Lions, nos héroïnes. Elles étaient déjà sur le toit de l'Afrique lors du tournoi qualificatif olympique. Juste une image, la première surtout, pour un clin d'œil à nos Lions indomptables qui préparent les Jeux Olympiques de Rio à Rio, oui, disons au Brésil. Oui. Elles sont allées donc peaufiner leur stage de préparation du côté du Brésil. Après, elles iront en Espagne. Ils vont faire un peu le tour de l'Europe. Mais d'abord, cette rencontre avec la terre même rêvée des sportifs en termes de compétition. Et là, les Jeux Olympiques permettront simplement au Cameroun de revaloriser simplement parmi les 12 autres nations du monde pour les Jeux Olympiques. On parle de volleyball, on parle de notre équipe nationale dames. D'accord, merci beaucoup Aimé Moukoko. Le grand rendez-vous avec la grande team du sport sur Canal 2 Info, c'est tout à l'heure à 10h. Ne décrochez pas, il y a d'autres informations à découvrir. Nous allons poursuivre notre balade matinale de l'information sur Canal 2 Info avec l'actualité à l'international. Mais ici en Afrique, Patrick Christian Dobon parle de la rencontre de l'opposition du Congo ce jour à Bruxelles autour de Étienne Tshisekedi, âgé aujourd'hui de 81 ans. Pensez-vous qu'une coalition de l'opposition en RDC suffirait à faire dégager Joseph Kabila de son trône? C'est pas si sûr que ça. Mais ce qu'il faut relever, c'est que l'opposition congolaise et la société civile tient le bout depuis un certain temps. Ce qui s'est passé de l'autre côté du fleuve, notamment au Congo-Brazzaville, oui, a certainement donné des idées à l'opposition congolaise RDC, le Congo-Kinshasa et à la société civile qui tiennent tête, en tout cas jusqu'ici, oui, à l'opposition. Même si rien n'est encore officiellement déclaré, ce regroupement de Bruxelles avec le leader traditionnel, l'opposant traditionnel, il a été de tous les combats, depuis le maréchal Mobutu, en passant par le père Kabila, au fils Kabila. Étienne Tshisekedi, qui est le président de l'UPDS, est une des figures emblématiques de l'opposition au Congo-Kinshasa. Il vit à Bruxelles depuis quelques années pour des raisons de santé. On annonce sa présence et le G7, qui est cette coalition de partis politiques, se retrouve là-bas.
la stratégie ou alors le but de cette rencontre, c'est justement de trouver une stratégie commune au moment où on ressent comme des dissensions, des incompréhensions au sein de la coalition de l'opposition pour faire face au camp Kabila qui lui aussi se prépare, qui lui aussi a ses stratégies. L'autre incertitude, c'est la participation ou non, n'est-ce pas, de l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, hein, le très célèbre président du club de football de la région de Katanga, de Lumumbashi. Donc, dans cette dynamique-là, on a l'opposition qui se réunit à Bruxelles pour trouver la stratégie pour débarquer le président Kabila. Mais est-ce que cette stratégie-là va survivre aux démons de la division qui ont souvent été présents, n'est-ce pas, au sein de l'opposition? On n'en est pas la certitude. En tout cas, on attendra de voir ce que les travaux de Bruxelles vont donner pour avoir une certaine idée, n'est-ce pas, de l'évolution de cette configuration. En attendant, le médiateur Edem Kodjo, l'ancien Premier ministre togolais, ancien secrétaire général de l'OUA à l'époque, n'est-ce pas, a été désigné, c'est vrai, par l'Union africaine et reconforté dans sa position par l'ONU qui s'est prononcée, l'Union européenne, l'Organisation internationale de la francophonie et des organisations sous-régionales comme la SADC qui finalement ont choisi d'accompagner, n'est-ce pas, Edem Kodjo dans sa, on va dire, sa mission de facilitateur, n'est-ce pas, pour le dialogue inclusif que le président Kabila propose aux partisans de l'opposition. Alors, ce dialogue-là, il devra se tenir, mais l'opposition était encore indécise quant à son idée consensuelle d'y participer. Et il me semble que la rencontre de Bruxelles aujourd'hui sera certainement le point idéal pour pouvoir discuter de cette question-là. D'accord, c'est une affaire à suivre, tout comme la rencontre entre Mahamadou Issoufou, le président nigérien, et Idriss Déby Itno, le président tchadien. Il faut signaler que dans la ville de Bosso, au Niger, précisément au mois de mai dernier, 15 personnes ont été tuées par les troupes d'Aboubacar Shekau. 15 personnes ont été tuées vendredi dernier, le 3 juin. 26 militaires ont été tués. Eh bien, la force multinationale mixte mise sur pied par les pays de la sous-région peine justement à éradiquer définitivement Boko Haram. Demain, ce sera un autre jour. On parlera justement du service après-vente parce qu'il y a un an, la force nigériane, la force tchadienne est allée dégager un bloc de Boko Haram, une base militaire de Boko Haram. Mesdames et messieurs, là-dessus, nous vous disons merci d'être restés des nôtres jusqu'à cet instant. C'est 24 heures sur 24, ne décrochez pas. Tout à l'heure, à 10 heures, ce sera la grande team du sport avec Aimé Moukoko, avec Marc Chouamo et tous les chroniqueurs. 10 heures, 30 minutes, ce sera la revue de presse avec Ivan Divine Happy. Merci beaucoup, M. Christian Dobo, et merci à tous les autres chroniqueurs qui m'ont accompagné dans la préparation de ce rendez-vous matinal sur Canal 2 Info. Merci et à très bientôt.